Bienvenue sur le podcast de Comptatech, le média de l'innovation comptable. Bonjour Grégoire, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Comptatech. Salut Arthur. On va parler aujourd'hui du coup de stratégie commerciale. T'es connu un peu comme le loup blanc dans la profession comptable, mais peut-être que tu peux quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, et il y en a peut-être même qui te connaissent qui ne savent pas comment t'es arrivé là. Donc qu'est-ce que tu fais là ? Comment t'es arrivé dans le bouillon de la compta ? Alors comme je ne suis pas expert comptable, on y arrive un peu par hasard dans cet univers-là, mais j'ai une première vie dans les médias, dans la communication, dans la publicité, agence. Et donc nous on s'est fait pulvériser il y a des années, en 98, par Google qui est arrivé et qui a dit ben voilà, le marché de la pub c'est moi qui vais l'avoir, Facebook, etc. Et donc on a dû beaucoup se réinventer. Et donc j'ai passé de nombreuses années effectivement à travailler là. Et puis après je suis arrivé chez Inextinso. Je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Inextinso et qui m'a demandé de faire une mission chez eux, d'implémentation de digital chez eux, et puis évidemment de commerce, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert cet univers incroyable de l'expertise comptable. Donc j'ai passé 3 ans et demi, et après j'ai continué avec d'autres cabinets que j'ai accompagnés. Voilà. Tu t'es mis à ton compte après et t'accompagnes différents cabinets. Exactement. Notamment sur ces sujets de stratégie commerciale dont on va parler. Tu as commencé à accompagner les cabinets il y a 10-15 ans. Est-ce que tu as l'impression que le sujet de la stratégie commerciale a pris de l'importance avec le temps ? Peut-être la facture électronique, comment tu lis ça ? Il y a effectivement une étape de la facture électronique qui est un marqueur fort qui permet au cabinet de se réinventer et d'apporter une autre offre de valeur à leurs clients. Et je pense que la stratégie commerciale, elle a vraiment insufflé un peu les cabinets il y a 3-4 ans. Je parle des cabinets en règle générale, d'accord ? Les gros cabs ont déjà une stratégie commerciale un peu plus affûtée. Et là, le reste, effectivement, des cabinets, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont mis en place. Il y a l'obligation aujourd'hui de se réinventer, de changer de posture. Le légal étant quand même beaucoup moins sexy. Les clients venaient acheter du légal. La conformité, quoi, tu veux dire. Exactement, la conformité. Et puis, maintenant, on va devoir aller voir les clients. Et là, la posture, elle est complètement inversée. D'où l'intérêt, quand même, d'implémenter, d'insuffler dans ces cabinets une logique de stratégie commerciale. Et là, depuis maintenant 2 ans, ça devient indispensable, surtout que les rachats se multipliant. Si on rachète et on est mal organisé, on cumule les problèmes. Or, il y a 2 sujets. Il y a la plateforme, on va en reparler, je pense la plateforme tech, et l'organisation au sein du cabinet. Petit aparté, j'étais récemment sur une table ronde avec Gilles Beziger, le patron du Conseil régional de l'Ordre d'Île-de-France, et il disait en fait ce que le cabinet y vend, c'est tu as l'amont qui est la récupération de la donnée et la gestion administrative, tu as le milieu qui est le traitement comptable de la donnée, et l'aval qui est la restitution. Il disait historiquement le cabinet il vendait surtout le milieu, et c'est ça qui avec l'IA et la facture électronique est en train de se compresser, et donc, mais c'est ça où était le réglementaire et le conformité. Donc tu as un vrai enjeu de savoir aller demain différencier, je pense d'un point de vue commercial en tant que cabinet sur l'amont et l'aval. Et donc à mon avis, tu as des belles années devant toi pour aider les cabinets. Alors quand on parle de stratégie commerciale, on va parler je pense aujourd'hui de comment on définit une stratégie. Donc en gros à qui tu veux vendre, qui tu cibles en tant que cabinet, avec quelle offre de valeur, est-ce qu'il faut jouer sur le prix ou pas, qui est-ce qui doit vendre ? Je pense que c'est un sujet qui te tient pas mal à cœur. Est-ce qu'il n'y a que l'expert comptable qui va faire la vente, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des commerciaux ou des collaborateurs qui fassent la vente aussi ? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qu'on veut aborder aujourd'hui ou... Il y a la valeur perçue. Il y a effectivement la valeur perçue qui est un sujet. On pense qu'effectivement... La vente, elle est continue en fait. Vente... C'est pas que dans un cabinet. L'acte de vente ne s'arrête pas quand tu as signé la lettre de mission. Tu revends un peu tout le temps vu que c'est de la récurrence, quoi. À chaque fois que je vais voir des experts comptables, des dirigeants de cabinet, je leur demande combien ils ont de clients. Et à chaque fois, c'est la même réponse, à peu près, et ils me donnent un chiffre. On raisonne beaucoup en dossier dans les cabinets et il faut passer à une logique de client. Un cabinet d'expertise comptable n'est pas organisé aujourd'hui pour vraiment avoir une stratégie déjà de relation client efficace. Dans ta boîte, Arthur, tu as une équipe qui va différencier la typologie de clientèle, qui va d'abord travailler son portefeuille client. Avant de comprendre ce qu'on doit vendre, c'est comprendre le besoin
de nos clients. Et ça, les cabinets sont mal outillés pour avoir un outil de pilotage le plus simple possible déjà sur le nombre de clients, secteur d'activité, taille de boîte, etc. etc. Donc déjà, ça, c'est un premier élément important. Et ensuite, évidemment, c'est d'adapter les différentes offres de valeur aux clients. Et là, il y a un truc incroyable qui se passe, c'est qu'il faut juste aller poser des questions aux clients. Donc on parle beaucoup de tech, hein, tu as dit le milieu disparaît, on est sur l'amont et puis l'aval. C'est vraiment ça qu'il faut absolument irriguer, c'est de dire comment je mets au centre du jeu le client. Moi, expert comptable, je suis très tourné client, mes collaborateurs aussi. En revanche, l'orga du cabinet ne l'est pas du tout. Et donc moi, je compense avec une énergie incommensurable le manque d'organisation efficace du cabinet là-dessus. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, le cabinet, il a limite 2 clients. Son client qui le paye à la fin du mois est Bercy. Et il faut vraiment remettre le poids du corps sur le client qui paye à la fin du mois et peut-être un peu moins Bercy, quoi. Exactement. L'idée, c'est que le cabinet, en fait, s'occupe de gérer Bercy de manière structurée et de manière efficace. Que ce soit invisible du client. Et il faut que pour le client, il n'y voit effectivement rien. Le client, il vient chercher de la confiance et de la tranquillité chez l'expert comptable. Donc là, si on y ajoute effectivement un petit peu de questions pour comprendre un peu les différentes étapes, c'est extraordinaire. D'abord, on parle souvent du médecin de famille. Et on peut même dire que c'est des Madame Irma, l'expert comptable, hein. Ils ont quand même tout l'historique de l'ancien client. Et donc, si on fait une extrapolation des nouveaux clients qui arrivent et qui ont la même activité que ces clients qui gèrent depuis quelques années, il sait exactement ce dont les différentes étapes, ce dont va avoir à gérer le client chaque année au long de sa carrière d'entrepreneur. Alors, pour essayer de rendre ça le plus tangible et actionnable possible pour notamment les experts comptables qui nous écoutent, qui ont envie de bosser sur leur stratégie commerciale, par où tu commences? Imaginons qu'aujourd'hui, tu as un cabinet, on va dire le cabinet moyen français. Tu as, comme tu dis, une clientèle un peu généraliste, plutôt tout type de petites et moyennes entreprises autour de chez toi. Et là, tu te dis, attention, il y a la facture électronique qui arrive, il y a l'IA qui arrive, etc. Je vais devoir repenser ma stratégie commerciale. Tu commences par où? On l'a vu d'ailleurs dans une session de l'EC Digital Lab. On avait fait une session sur la RFE et on avait demandé effectivement ce que vendaient les cabinets et comment ils le vendaient. On s'est aperçu qu'il y avait autant de types d'offres de valeur avec un pricing différent selon les cabinets. Donc en fait, on fait un peu la sauce de notre côté. Je pense que la première étape pour répondre à ta question, c'est d'abord que les associés soient alignés sur le fait qu'on insuffle une fonction commerciale au sein du cabinet et qu'on l'organise de telle ou telle manière. C'est hyper important qu'entre nous, entre associés, on doit comprendre l'intérêt majeur de cela et de se dire, voilà comment on fait. Et alors ça, c'est quoi? Tu fais une sorte de séminaire C'est des missions d'alignement, en fait, où en fait, on explique d'abord pourquoi il faut changer d'organisation, d'accord. Ensuite, comment ça peut intégrer des cabinets, puisqu'effectivement, un cabinet, c'est une organisation spécifique, un métier spécifique, et donc il faut, de manière spécifique, arriver avec une offre de valeur, avec une organisation commerciale adaptée aux clients. Tu ne peux pas prendre une organisation type d'une grosse boîte ou d'une boîte de services autre et l'intégrer. Il faut vraiment y apporter une patte spécifique, parce que là, on est sur un métier assez technique, de confiance très très forte, et donc l'objectif quand même de cette relation commerciale, d'ailleurs c'est plus une relation client qu'une relation commerciale, c'est d'insuffler au sein du cabinet des méthodes qui correspondent aux besoins des clients, et évidemment à la dénoncide du cabinet, mine de rien. Donc d'abord, tu réunis les associés, toi d'habitude, quand tu accompagnes un cabinet. Tu leur dis, écoutez, vous avez envie d'entreprendre une démarche, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, il va falloir passer par quelques étapes. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Est-ce que vous signez tous que vous avez envie d'y aller, quoi? Est-ce que ensuite... donc ça, je pense, c'est assez... ça s'applique à tout le monde. Oui, c'est une journée de travail et réflexion pour construire la bonne méthode. Et du coup, ensuite, est-ce que tu bosses derrière sur la stratégie du cabinet qui va être peut-être différente là, d'un cabinet à l'autre? Un va aller cibler les créateurs d'entreprises, l'autre les infirmiers, infirmières, l'autre plutôt la PME ETI. C'est à ce moment-là que tu commences à parler de strat? Dans cette journée, souvent, alors, on confond parfois vision et stratégie. C'est-à-dire, globalement, les associés ont une vision à peu près commune de là où ils veulent aller. Avec tout. Il y a quand même beaucoup de podcasts qui existent, Lord fait beaucoup de choses, donc il y a quand même beaucoup d'infos et puis ils sont plutôt bien informés. Ils ont une vision globale. En revanche, ça ne se définit pas en stratégie. Et là où le bas blesse, c'est qu'on n'arrive pas à modéliser
en mode projet, une nouvelle organisation. Je parle pour le commerce, mais c'est valable pour effectivement d'autres choses. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de construire une offre qui correspond évidemment aux besoins des clients par rapport à l'organe du cabinet. Chaque cabinet est différent. Chaque cabinet, il va effectivement à sa manière. En revanche, il y a des basiques. Et les basiques, c'est quand même d'aller voir les clients. Et pour ça, je pense que l'organe du cabinet aujourd'hui, n'est ni adapté, et que les collaborateurs aujourd'hui, c'est utopique, je pense, de leur demander d'avoir un changement de métier ou d'univers très fort. Peut-être juste pour clarifier, quand tu parles de stratégie commerciale, tu parles autant d'aller capter des nouveaux clients que d'aller cross-seller d'autres missions du catalogue aux clients existants. À chaque fois que je fais un peu l'exercice, je tombe sur le même chiffre à chaque fois. Il y a 25% de chiffre d'affaires à aller chercher en client ISO, collaborateur ISO. Simplement en allant les voir pour leur dire, vous savez qu'on fait ça, ça, ça aussi. Ce qui ne se fait pas dans les cabinets ou très très peu. Donc effectivement, il y a une stratégie pour les clients actuels et évidemment une stratégie pour les clients nouveaux avec simplement un entonnoir, un canal unique pour l'ensemble des clients du cabinet pour qu'ils soient bien accompagnés, bien accueillis et qu'il y ait, si tu veux, entre la signature de la lettre de mission et la production, eh bien, une expérience pour le client beaucoup plus fluide. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, quand tu appelles le CEO de la boîte, quand tu lui demandes bonjour, je suis entrepreneur, est-ce que tu pourrais me rencontrer? J'ai un copain qui est un de tes clients, et l'expert comptable me dit oui, bien sûr. Et il donne 1 heure à 2 heures de son temps à un prospect qu'il ne connaît pas du tout et sur lequel il ne sait pas avec qui il va travailler. Il n'y a que l'expert comptable qui fait ça. Alors évidemment, si c'est un gros client, grosse PME de la région qui appelle, on va le recevoir, mais globalement, pour segmenter un peu les clients, et globalement 80% des clients, c'est quand même des petits dossiers, des petits clients, eh bien, il faut avoir un canal unique pour que l'expérience côté client et côté cabinet qui est lié soit la plus fluide possible pour arriver à ça. Et donc là, tu parles concrètement d'avoir des gens qui qualifient les prospects. Donc là, tu parles surtout des nouveaux clients. Et donc toi, tu es un fervent défenseur de créer une fonction commerciale dans le cabinet, ça? D'avoir quelqu'un dédié au commerce? Alors, on m'a demandé à plusieurs reprises d'installer un CRM dans les cabinets. C'est vrai que les cabinets, peu de cabinets ont un CRM. Et la première question que j'ai posée, c'est êtes-vous OK pour, si demain on met un CRM en place, pour travailler, vous, expert différent, parce que s'il y a un CRM et que vous ne bossez pas différemment, donc vous ne l'utilisez pas, vous n'y mettez pas des rapports d'activité, enfin des informations que vous avez sur le client, ça sert à rien. Et globalement, j'en ai pas mis beaucoup en place, parce que l'expert comptable, en termes de changement, même s'il évolue régulièrement, il a une capacité à garder un peu ses clients, à dire ce sont mes clients. Alors, normalement, c'est les clients du cabinet, plus, même si effectivement le client vient pour lui, c'est très clair. Et je pense que pour arriver à une stratégie commerciale, il faut faire venir des personnes dont c'est le métier. Idem que la relation client, c'est un métier. Et sans responsable directeur commercial, je pense qu'il n'y aura pas de stratégie commerciale efficace au sein du cabinet. Effectivement, tu as raison. Donc toi, tu es en faveur d'embaucher quelqu'un du commerce, qui soit en charge du commerce, qui du coup ait demain un CRM, etc., et qui soit organisé comme n'importe quelle fonction commerciale de n'importe quelle boîte de service, quoi. N'importe quelle ou c'est quand même un peu spécifique Ça reste spécifique, on est sur un métier technique, mais imagine un orfèvre en horlogerie qui répare des montres anciennes, qui est vraiment un technicien très pointu, reconnu, qui fait vraiment de l'art, du sur-mesure. On lui demande demain d'aller vendre et en plus des montres électroniques. C'est utopique. En revanche, qu'on puisse mettre un vernis dans la relation commerciale auprès des collaborateurs notamment, aucun problème, bien évidemment. Mais pour tout ce qui est stratégie commerciale, acquisition client, segmentation du portefeuille, etc., je pense que là, il y a des métiers, ça s'appelle les écoles de commerce, qui font ça. Et donc, implémenter ce type de personnes n'est pas simple, c'est clair, parce qu'on est, comme tu le dis, sur un univers un peu spécifique, très technique quand même. En revanche, pour moi, c'est la clé pour vraiment mettre en place une équipe, une stratégie commerciale efficace. Alors j'essaie de me mettre à la place des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il faut avoir une certaine taille de cabinet pour que ça se rentabilise d'embaucher quelqu'un au commerce? Alors, ça dépend vraiment des cabinets. Il n'y a pas forcément de taille. C'est vraiment la mécanique du cabinet et la typologie. Quand même que tu puisses payer rembourser le salaire de les fonctions commercial. Support dans les cabinets, on connaît le sujet. Ça reste quelque chose de pas forcément simple. C'est du coût
perçu beaucoup comme du coût au démarrage, ce qui est vrai, hein, il ne faut pas se leurrer, hein. Une stratégie commerciale, ça dépend de la taille du cabinet, mais pour un cabinet de 100, 150 personnes par exemple, c'est au minima 2, 3 personnes au démarrage, hein, donc une fonction et puis un welcomer à côté, qui peut venir d'ailleurs de l'interne. Les welcomers, là, pour le coup, j'encourage à faire monter effectivement des personnes et puis des chargés de clientèle. Mais et en termes de profil aussi, c'est important d'avoir des profils qui ne soient pas des vendeurs. Est-ce que tu as un bon filon à recommander au cabinet si toi, tu étais patron de cabinet, tu irais chercher où la première personne que tu embauches à la fonction commerce Il y a des cabinets qui ont embauché des personnes dans le secteur bancaire, par exemple, Ouais. parce que c'est un peu lié. Il y a la finance, il y a des sujets un peu connexes, ou alors dans les boîtes de conseil ou de services. Et moi, j'ai entendu pour le coup des gens qui bossaient en banque, qui sont basculés côté cabinet, qui adorent en fait. Elles ont l'impression d'être moins à vendre et d'avoir plus le temps et le luxe de pouvoir vraiment donner du conseil. Et donc je pense que c'est des gens qui s'épanouissent dans le monde du cabinet, peut-être plus que d'autres. Mais il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est que dans un cabinet, les fonctions commerciales, elles vont s'épanouir sur une raison simple, entre guillemets, c'est que les clients sont captifs. On sait tous qu'effectivement, la fonction commerciale, l'un des sujets phares, c'est d'avoir des clients non captifs et il va falloir appeler pour décrocher un rendez-vous et éventuellement une vente derrière. Là, on a des personnes qui, quand on appelle de la part du cabinet, ils sont captifs, ils ont confiance. Et donc, pour les fonctions commerciales, c'est extraordinaire. Et de pouvoir effectivement, du coup, mettre en place une vraie relation commerciale, upgrader la relation sur les niveaux effectivement commercial. Et je pense que là, on a beaucoup parlé effectivement des personnes qui viennent intégrer, mais les CEO, enfin les patrons de cabinet, je leur dis, mais si vous vendez votre boîte, elle a une valeur de dingue pour les fonctions commerciales. Il y a peu de boîtes qui ont un ADN en fait très fort avec leurs clients, sur lesquels ils peuvent déployer demain un paquet d'autres offres. Mais il faut de la méthode. Et alors, tu parlais de déployer un paquet d'autres offres ou même d'attirer des nouveaux clients. Est-ce que c'est important d'avoir un catalogue ? Est-ce que tu aides les cabinets à définir un catalogue d'offres ou de services et comment tu conseilles de t'y prendre ? On vend plus de tenues, plus de révisions, hein. Tout ça, c'est effectivement un peu obsolète. Donc, il faut créer effectivement des offres de valeur qui correspondent. Et tu fais comment ? Tu marches par persona ? Tu marches par... Alors, on marche souvent par secteur d'activité. Je crois que j'ai vu justement qu'Inextenso récemment a déployé des personas. Ils ont 4 clients types, entre guillemets, et ils ont des offres types en face. Alors, il disait que il a fait un post LinkedIn, Antoine Noël-Maten, où il disait que ça peut être... Enfin, tu as des travers, c'est que tu finis par mettre tes clients dans des cases, quoi. Mais au moins, ça aide chacun à penser client. Et toi, tu recommanderais pas forcément ça, plus par secteur ? On peut créer par persona, hein, bien évidemment, parce que c'est, in fine, le client est une personne, mine de rien. Mais je pense qu'il y a notamment, on parlait tout à l'heure, des verticales, métiers, où je pense que là, le cabinet a des vrais... aujourd'hui, les cabinets ne connaissent même pas leur verticale, certains, parce qu'ils n'ont pas travaillé leur portefeuille client. Donc d'abord, effectivement... D'abord, il faut cartographier. Avant d'avoir des offres, c'est de dire qui j'ai en client et lesquels je veux garder et sur lesquels je veux me développer. C'est d'abord qu'est-ce qu'on veut nous aussi, cabinet. Et ensuite, évidemment, c'est d'aller aussi appeler les clients, contacter les clients, leur demander leur avis. Dans ta boîte, tu demandes souvent l'avis de tes clients pour construire les choses. Le cabinet, c'est pas vraiment un réflexe. Donc effectivement, il y a déjà ces approches-là. Et ça, c'est typiquement de la fonction commerciale qui va te donner des infos pour le faire et la méthode aussi pour l'organiser. Et alors, est-ce que tu aurais un exemple à donner d'une offre qu'un cabinet a créée pour une certaine verticale ou un truc du genre Alors, et comment ils l'ont packagé Globalement, un cabinet vend via un taux horaire, vend des heures. Voilà. Et donc ça aussi, je pense que c'est un mode de fonctionnement qu'il faut revoir. Alors je comprends qu'effectivement, il faille comprendre le temps que nous prend tel type de cabinet effectivement, pour calculer une offre de prix. En revanche, ça c'est de la sauce interne. Et c'est important justement de construire une offre plutôt en forfait, avec bien sûr des abonnements derrière, et lié de ça avec la tech. Et ça, c'est très important quand on vend une offre. Je pense que la tech et l'offre de valeur que le conseil va apporter via le cabinet doit être lié. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Il y a des cabinets qui font effectivement un catalogue d'offres de valeur avec des noms, avec un wording dédié à la profession, où le client se sent plus
attiré par ça, Mhm. parce qu'il comprend que il y a un intérêt majeur et il sent que le cabinet a travaillé le sujet et qu'il a des offres. Mais un cabinet a quand même beaucoup de typologies de clients. Donc c'est assez complexe aussi d'avoir à chaque fois une offre. Et donc il est important de partir un petit peu comme tu disais tout à l'heure sur une masse, la plus grande masse. Mhm. Et on va gérer l'exception après. Mais déjà, si on part sur une grande masse, on arrive effectivement à une offre stratégique en termes de commercial qui reste efficace parce qu'on part de zéro aussi, hein. Mhm. Donc tout ce qu'on va faire là-dessus va globalement impulser et montrer aussi aux collaborateurs que ça fonctionne et que le client, quand on lui parle effectivement de son métier avec une offre adaptée, l'écoute est encore plus forte. Peut-être une question là, c'est par rapport à une expérience personnelle. Moi j'ai une holding. Je suis client du coup d'un expert comptable qui fait la compta de ma holding, etc. Moi, je suis la persona, je veux avoir rien à gérer. Enfin, je veux qu'il me prenne toute la charge mentale. Hein. Et tu vois, donc typiquement là, je lui ai demandé, j'ai déménagé. Il y a l'histoire de pas ton Peppers et adresse autres, partout sur Peppers et tout. Et du coup, j'ai limite eu l'impression un peu que c'était, je devais pas me battre, mais c'était pas naturel pour lui de me proposer de faire la domiciliation, etc. Et donc il a fini par me le proposer. À la base, le premier réflexe, c'est il m'a dit tiens, je t'envoie les liens de 2 sites où tu peux aller le faire, tu vois. Il n'y a pas le réflexe de je vais le faire pour toi, qui sûrement il y a un truc dans ce cas-là qui va pas lui ramener des fortunes. En revanche, d'un point de vue fidélisation et tout ce qui peut aller me vendre plus derrière, c'est énorme. Est-ce que tu recommandes que le cabinet package tout et lui vende les choses, je sais pas moi, qui devienne courtier d'assurance, de je sais pas quoi, ou est-ce que tu penses que le cabinet doit plutôt juste rester sur ses fondamentaux et recommander le reste, mais laisser le client aller prendre les trucs séparément? Moi, je serais plutôt d'avis effectivement qu'on puisse proposer demain aux clients une offre de valeur beaucoup plus complète. Un expert comptable ne pourra pas tout proposer, enfin, tout délivrer en tout cas, Mhm. d'accord. En revanche, s'appuyer sur des spécialistes, internalisés ou pas, hein, globalement, la taille du cabinet fait aussi l'internalisation. Mhm. Plus le cabinet est gros, plus ils internalisent parce que voilà, il a la Ils ont le capacité, volume. il a la capacité effectivement de le faire et le volume de clients qui le demandent. Mais pour ta question sur ton sujet, si effectivement le cabinet avait mis en place une personne qui t'appelait régulièrement tous les mois et demi, pour prendre tes nouvelles et pour poser deux ou trois questions, il aurait capté effectivement ce besoin que tu lui aurais dit. Évidemment, il l'aurait pris, même s'il ne savait pas le faire. Son idée, quand même, c'est pouvoir le développer. Il faut bien comprendre que les fonctions commerciales ont quand même une qualité assez intéressante. C'est que même quand le client demande un truc qu'il ne sait pas faire aujourd'hui, au lieu de dire j'évacue le problème, je ne sais pas faire, démerde-toi, il va prendre l'info et il va voir chez eux, si c'est Mhm. possible, comment on va le faire. Donc c'est un mode de pensée qui est assez inversé par rapport à ton exemple. Et c'est comme ça que tu crées de la confiance, tu crées de la valeur et tu crées effectivement un endroit où le client ne se pose même plus l'action d'appeler un autre prestataire pour un besoin. Il sait qu'il va être écouté par son cabinet. Donc ça, c'est quand même une force de dingue. J'ai l'habitude de dire que si tu veux bien vendre, il faut déjà bien comprendre les besoins de ton client. Là, tu disais, le commercial, ça va être son réflexe d'aller prendre le pouls de son client, lui demander ce qu'il va, etc. Je pense que tu dois quand même aussi savoir contre qui tu vends. D'après toi, qui sont aujourd'hui, demain, les concurrents des cabinets d'expertise comptable? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ils arrivent de toutes parts et on en apprend un peu tous les jours. Je pense que depuis quelques années, quand même, les cabinets ont bien compris que leur intérêt, c'est de rester soudés ensemble, non pas renfermés, hein, mais de pouvoir effectivement développer leurs services et être au cœur de l'économie française. Et donc pour ça, ils ne sont plus trop concurrents entre eux. Ils se parlent beaucoup d'ailleurs, hein, ils échangent beaucoup entre eux et ils s'apprennent de l'un de l'autre vraiment. Comme ils vont souvent se racheter l'un à l'autre, ils aiment bien comprendre un peu comment ça fonctionne. Et donc ils se voient et on voit des concurrents qui peuvent être des techs, clairement, qui peut être des banques, qui peut être de l'IA, qui peut être, on voit ce qui se passe aussi aux US, hein, il faut aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique pour comprendre ce qui va nous arriver aussi en vague. Donc les concurrents, je pense que même toi et moi, on ne connaît pas encore celui qui nous disruptera. En revanche, et ça je crois de manière très très claire, que la confiance que les cabinets ont avec leurs clients est un actif énorme et très très fort. Voilà. Et donc, partant de cet actif-là, on
on peut, à mon avis, contrer beaucoup de concurrents. Et ça demande vraiment une réorg très profonde pour justement adapter par rapport aux besoins de nos clients. On a vu une banque récemment racheter un cabinet. On en a évidemment beaucoup parlé. Il faut bien comprendre que 80%, en règle générale, des clients du cabinet, ça reste du petit dossier, et donc c'est sur ce marché-là aussi que les premiers concurrents arrivent et vont faire toute la chaîne de valeur, de la captation à la création jusqu'à la compta. Et je pense que les cabinets aujourd'hui ne sont pas forcément prêts en termes d'orga et de prix, bien évidemment, du coup, à concurrencer ces nouvelles funnels d'acquisition qui sont assez puissants quand même. Tu disais que l'actif le plus précieux des cabinets, c'est la confiance qu'ils ont, la proximité qu'ils ont avec leurs clients. Est-ce que tu n'as pas des cabinets d'experts comptables en face de toi qui ont peur de se dire, en devenant plus commercial, je vais perdre cette proximité, cette confiance, parce que mon client va me voir demain comme il voit aujourd'hui son conseiller bancaire qui lui propose un abonnement téléphone. Mais un expert comptable ne doit pas devenir un commercial. D'abord, c'est utopique, je pense, et puis c'est pas son ADN, et c'est pas son envie, et c'est pas l'envie du client. En revanche, qu'il intègre une organisation commerciale au sein du cabinet pour aider l'ensemble de la chaîne de valeur, là, effectivement, j'y crois. Au contraire, je pense que organiser, au même titre que d'autres fonctions RH ou support au sein du cabinet, organiser la fonction commerciale, c'est justement laisser du temps à l'expert comptable pour vraiment développer le cœur business. C'est l'accompagnement de son client. Très souvent, quand on fait des missions, on fait une ligne. Tu dis, voilà, fais-moi la liste de l'ensemble de ce que tu fais, toi, expert comptable. Et ben, tu me traces un trait et tu mets la moitié à droite que tu peux déléguer. Et la moitié des choses, c'est en partie notamment de la fonction commerciale qu'il essaye de pallier par rapport à ce que son cabinet ne l'est pas organisé. Donc je pense que l'actif le plus précieux, c'est la relation. Et on connaît beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent, je ne vois jamais mon expert comptable. Donc c'est antinomique, si tu veux. Donc c'est comment je vais organiser mon cabinet pour que je sois, moi, expert comptable, encore plus présent auprès d'Arthur et de mes clients. Voilà. Donc c'est ça en fait la logique. Toi, tu dois être présent en tant qu'expert comptable, mais c'est pas forcément toi qui fais la vente additionnelle. Toi, t'accompagnes, tu aides plutôt ton client à prendre conscience de ses besoins supplémentaires. Donc tu lui trouves plutôt ses problèmes, quoi. Et ensuite, c'est quelqu'un d'autre, peut-être pour pas polluer la relation, qui vient faire la vente et la proposition commerciale, quoi. Est-ce que c'est toi qui envoies les bons de commande à tes clients ? Non. Voilà. En revanche, tu es effectivement celui qui va rencontrer les patrons des grands cabinets ou même des cabinets pour expliquer les besoins, comprendre, etc. et discuter avec eux. Tu es en contact avec eux. Tu as une proximité, ils ont une confiance. Et après, tu as les équipes qui vont faire le boulot de la vente, la déploiement, l'implantation et tout ce qui doit être effectivement mis en place pour que le client soit bien accompagné. Donc, l'expert comptable doit avoir cette même logique. L'expert comptable, c'est pas lui. Enfin, beaucoup d'experts comptables qui disent, bah oui, je signe toutes les lettres de mission. Pourquoi ? Je vois pas pourquoi. Et on sait bien que voilà, il y a quand même pas mal de dossiers où les signatures d'Elias, c'est eux, mais ils signent. Voilà. Mais je comprends, il n'y a pas de suite. Donc comment faire pour l'organiser un petit peu différemment et pour moi, expert comptable, me concentrer sur ce que j'ai là-dedans qui est la vraie valeur. Et là, on parle souvent de baisse de tarifs. On peut en dire un petit mot là-dessus. Je pense que si le client estime qu'il paye trop cher, c'est qu'on a mal compris son besoin ou qu'on a mal fait, entre guillemets, la vente. Alors, il peut y avoir un sujet de tarif, bien évidemment, mais le sujet de tarif n'est pas, si le cabinet fait bien son boulot, n'est pas le sujet premier d'attrition des clients dans un cabinet. Tu disais tout à l'heure, j'aimerais bien creuser ça, tu disais on commence avec un commercial, un welcomer. C'est ça le duo que tu mettrais dès le début. Est-ce que tu aurais d'autres fonctions que tu viendrais rajouter au fur et à mesure du temps sur cette fonction commerciale, d'autres rôles ? D'abord, il faut un pilote, donc il faut un patron du commerce, donc quelqu'un qui va piloter l'ensemble du commerce et la stratégie en lien avec l'ensemble des associés, d'accord, parce que il faut bien penser. Ça, c'est un ou une directrice commerciale, quoi. Exactement. Il y a des cabinets qui en ont embauché. Après, la difficulté pour ceux ou cette directrice commerciale de faire passer ses idées et son organisation, elle n'est pas simple, c'est clair, mais il y a 1 an ou 2 ans un peu compliqués dans l'orga avec ces nouvelles organisations, c'est sûr. Mais après, je ne connais pas un seul cabinet qui reviendrait un petit peu en arrière.
quand on est en plein monde du penny lane, c'est toujours un peu complexe au démarrage. Il n'y en a pas un seul qui reviendra en arrière. C'est la même logique. Et pour revenir un peu plus précisément à ta question, il y a effectivement, donc, pour les nouveaux clients, parce qu'on va parler de nouveaux clients, c'est les plus simples en termes de strat, il y a effectivement des personnes qui sont des chargés de clientèle qui vont faire le job aussi de représenter le cabinet dans les dîners, dans les clubs, dans les machins, pour attirer des clients, comme fait un exploitable. Un exploitable, il est partout, tout le temps. D'accord. Ensuite, quand un exploitable est appelé, au lieu de dire bah oui je te reçois, il dit bah écoute appelle Arthur qui est la personne Chargé chez moi en charge de l'expérience client, ou voilà, il va t'accompagner et puis on se revoit une fois qu'on a signé le bon de commande. En gros je schématise. Donc d'abord c'est quelqu'un qui va organiser le funnel d'acquisition effectivement pour avoir une expérience au sein du cabinet et bien sûr les clients parfaite. Et après une fois que la mission a été signée, il y a un welcomer qui prend le relais et qui va permettre aux clients de prendre en main l'orga et la méthode que le cabinet propose à son client. Là aussi, petit sujet, mais un collaborateur qui a 100 clients, il a 100 modes de remonter les pièces. Je schématise, mais ça a été beaucoup ça quand même. Comment un cabinet n'a pas obligé un client à travailler comme ça? Tu ne peux pas accueillir effectivement les gens correctement s'ils viennent avec leur méthode. Pas possible. Donc effectivement, le welcomer doit organiser cela pour que former le client aux outils, s'assurer qu'il utilise son application, que ses dashboards soient les bons chiffres, que la personne qui a fait la vente au début a bien fait la vente, parce que parfois on découvre des choses au fur et à mesure, du client n'a pas tout dit, donc du coup on leur ajoute ça ou on lui change ça, pour qu'après ça passe en prod, et que ça puisse être bien organisé, et que la prod fasse le boulot avec l'IA, avec les outils efficaces, pour bien sûr faire du reporting le plus efficace possible auprès du client. Et en termes d'orga, on voit souvent des cabinets qui changent l'orga de manière très structurante au sein de leurs agences. Prenons un exemple d'un cabinet qui a 5 ou 6 bureaux. Et ben les 5 ou 6 bureaux, aujourd'hui, ils ont de la prod, du commerce, enfin, c'est 5 cabinets répliqués. Parfois même avec des noms un peu différents, même si vous avez la même bannière. Et tu appelles les 5 cabinets pour demander 5 propals avec la même demande. Tu as 5 devis différents et eux ne savent pas comment s'appeler. Et du coup, ça, c'est leur gap, c'est absolument à changer. Et l'une des tendances, c'est de dire on va concentrer la prod dans un lieu spécifique avec des personnes qui sont chargées de ça, de capter les documents, de récupérer tout, de faire en sorte que le dossier soit nickel, de travailler avec l'IA pour vraiment comprendre les besoins du client, etc. Et les autres agences, c'est de la relation. Et moi, l'expert comptable, première chose, c'est dit, mais allez voir les clients, allez chez eux. La tournée de TVA étant finie, il faut qu'on crée d'autres rituels pour aller être en contact avec les clients. Et tu peux pas avoir, je pense, une usine, entre guillemets, efficace avec 4 sites différents et 4 modes d'organisation différents. Ça va être centraliser la partie prod, révision comptable, et avoir des agences en local qui s'occupent vraiment de l'accompagnement, de la relation en proximité. Quel est l'intérêt pour le client d'avoir son outil de prod à côté de la maison? On s'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'aide, qui s'approche de chez moi. Alors, Grégoire, j'ai encore quelques questions pour toi. Il y en a une première, c'est est-ce que le moment où tu dis je vais redéfinir un peu ma stratégie commerciale, est-ce que c'est le bon moment pour aussi remettre en question, ça aboutit pas forcément à un changement de marque, mais remettre en question ton image de marque de cabinet? Alors, oui, c'est un bon moyen, effectivement, quand tu proposes des nouvelles offres, quand tu vas changer un petit peu ton orga, d'en profiter effectivement pour soit refondre ta marque, soit carrément en créer, parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui, effectivement, ont agrégé d'autres cabinets. Généralement, ils prennent la marque de celui qui vient racheter, globalement, mais pour donner une nouvelle dimension, pour donner un nouveau souffle aussi à l'ensemble des collaborateurs, parce qu'il faut embarquer quand même tout le monde sur un nouveau projet, le changement de marque n'est pas effectivement une mauvaise idée. Voilà. Je pense que ça peut embarquer les collabs aussi, quoi, sur le fait qu'on n'est pas plus juste un cabinet, on est une boîte. On avait fait un épisode du podcast Comptatech avec Numance, avec la directrice marketing et Jean-François, le dirigeant, pour parler justement du changement de marque qu'ils ont effectué, pour ceux qui voudraient aller réécouter ça. Ok, peut-être deux questions un peu liées. Est-ce que ce directeur commercial, la personne qui gère la fonction commerciale, est-ce qu'elle doit être associée du cabinet, et c'est un peu lié, comment tu fixes la rémunération, enfin la structure d'incentive, le package de cette personne, quoi. Alors ça, c'est une très bonne question.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les fonctions support sont peu associées dans les cabinets. Et du coup, elles sont là pour donner une info, mais elles ne prennent pas vraiment part à la stratégie et à des choses qui peuvent être vraiment importantes au sein du cabinet. Au-delà de ça, je pense que les niveaux d'association dans les cabinets doivent évoluer. Il y a bien sûr les sujets d'intégrer des fonctions support, mais il y a aussi le fait de passer demain le relais à d'autres personnes. Et donc je pense que les modèles d'association qui existaient sont obsolètes et doivent se réinventer, quitte à faire des niveaux un petit peu différents, mais intégrer au sein des CODIR des fonctions non experts comptables. Moi je l'ai entendu de la part des cabinets, c'est une vraie richesse. Ils apportent, ils impulsent, et c'est une manière aussi de les intégrer, parce que eux, s'ils ne se sentent pas intégrés, un directeur commercial ou une DRH, ou des fonctions support, même un DAF dans les cabinets, ils ne servent pas à grand-chose. Ça reste un collaborateur lambda, et du coup, on ne prend pas le temps de le travailler, de travailler avec lui sur la stratégie, et de mettre en place pour l'ensemble des collaborateurs des personnes qui ont une légitimité pour diffuser des actions qui ne sont pas forcément naturelles au sein du cabinet. Okay. Donc oui, c'est important de les intégrer assez rapidement dans l'association. Ouais. Et comment tu définis le package Est-ce que typiquement tu irais mettre peut-être moins de variables que pour un directeur commercial d'une boîte lambda, parce que tu veux pas qu'il fasse de survente, parce que tu as cette récurrence dans le temps très forte, ou est-ce qu'au contraire tu irais mettre un fixe très bas avec plein de variables pour qu'il aille se battre à fond, quoi? Non, je pense qu'il y a un mix. Je pense qu'effectivement, on est plutôt sur une rémunération avec un variable assez faible par rapport à d'autres types de boîtes, pour éviter justement cet effet vendeur de n'importe quoi à n'importe qui. En revanche, le variable, je pense qu'il a intérêt à irriguer l'ensemble des personnes associées ou non du cabinet, parce que c'est un projet cabinet, c'est un projet entreprise. Donc on n'est plus sur mon agence qui doit développer, j'ai un PNL et je dois reporter à mes autres associés parce qu'on a un budget et voilà, je dois marge contributive, tout ce qu'on connaît bien. En revanche, je dois dire, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on doit vendre, voilà comment on le vend, et déjà uniformiser l'offre de valeur, la manière de le vendre et le résultat, c'est déjà très important. Donc oui, je pense que l'ensemble des personnes doivent être associées au succès et non pas uniquement le directeur commercial. Et du coup, ce que tu es en train de dire, c'est que chaque cabinet doit définir un peu son modèle de gestion interne et savoir quand, je sais pas moi, un collab arrive à vendre ou en tout cas à amener un lead qualifié à la fonction commerce, il faut qu'il mange un peu. Parce qu'il a su identifier le besoin du client, etc. Quoi. Il faut que tous les collaborateurs soient incentivés à détecter le besoin et à amener des leads, quoi. L'associé qui nous dit, je comprends pas, on a monté une offre de GESPAT ou autre chose et il n'y a pas un de mes collaborateurs qui en a parlé. Regardons comment ça s'est fait. Regardons pourquoi. Regardons quel est l'intérêt du collaborateur. Si l'intérêt du collaborateur, c'est dire j'ai plus de boulot, je dois te dire plus de choses, pourquoi, pour comment, ça ne fonctionne pas. Donc il faut évidemment l'associer à une incentive, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut avoir, parce que le collaborateur, si il sait que le client a des besoins, il ira facilement lui proposer. Donc comment le collaborateur peut me dire, tiens, j'ai 50 BNC dont je m'occupe, ou 100 BNC, combien de BNC n'ont pas de PERCO? Donc il va dans Paylane, il pose la question, et il a ces 5 ou ces 10 BNC qui n'ont pas de PERCO. Et un PERCO, c'est quand même pour un BNC, c'est important d'en proposer un. Pour moi, c'est un défaut de conseil si on ne lui propose pas par rapport à, bien sûr, son activité. Et bien ça, l'intérêt du collaborateur, c'est de comprendre que son client a des besoins. C'est plus simple de se dire, je sais que je vais avoir un impact auprès de mes clients qu'une inconnue. Je ne sais pas si je vais être intéressé par rapport à mon client. Grégoire, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Chez les cabinets, on en parle surtout avec le prisme de comment l'IA va aider à automatiser en partie la production comptable, etc. Toi, avec ton regard plutôt commerce, qu'est-ce que l'IA va changer ou a déjà changé dans la fonction commerciale? L'IA, c'est un outil très puissant, évidemment, sur la partie prod. On va leur faire gagner quand même beaucoup de temps. Ils vont, je pense, avoir des meilleurs résultats pour proposer demain à leurs clients des choses. Et l'un des sujets, je pense, phares déjà, pour les collaborateurs comptables, c'est que grâce à l'IA, ils ont une vision de leur portefeuille qui est beaucoup plus claire. Et une vision de leur portefeuille, des missions complémentaires qu'on peut proposer, de la manière, effectivement, de les proposer, et même une tarification
proposer parce qu'il a vu que c'était acheté plutôt à ce tarif-là et quand on propose ça, c'est pas acheté. Là, ce que tu veux dire, c'est typiquement que jusque-là, c'était galère. Tu te donnais l'exemple du Perco, là. C'était galère jusque-là pour un collaborateur au niveau d'un portefeuille d'identifier tous ses clients qui n'avaient pas de Perco ou je ne sais quoi. Avec l'IA, c'est plus facile. Tu peux concrètement poser un chatbot, dire dis-moi tous mes clients qui ont ça ou qui n'ont pas ça. Et en fait, l'IA, elle sait transformer ça en requête SQL et elle sait aller te sortir ta liste avec les éléments qu'il te faut pour t'aider à identifier du coup des périmètres ou des listes de clients qui sont éligibles à telle offre. Oui, et puis les collaborateurs comptables génèrent quand même pas mal de documents, soit des rapports d'activité, soit des comptes rendus, etc. Chez toi, j'imagine, Arthur, tu utilises sur l'IA dans les équipes commerciales, c'est vachement développé. Ouais, alors nous, effectivement, on utilise l'IA. Donc déjà, premièrement, n'importe quel appel avec un prospect ou un client est enregistré par de l'IA. Alors enregistré, d'ailleurs, c'est retranscrit. Du coup, tu n'as pas de sujet, du coup, tu as moins de sujets là-dessus. Donc ça vient loguer la retranscription de l'appel directement dans notre CRM. Ce qui fait que derrière, c'est très facile de venir requêter le CRM pour dire quels sont tous les prospects avec qui j'ai parlé de holding ou de Perco ou de je ne sais quoi. Tu peux les retrouver très facilement. Alors qu'aujourd'hui, je pense dans la plupart des cabinets, un appel, c'est quelque chose. Enfin, le contenu de l'appel, il est perdu à tout jamais, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de venir faire gagner du temps à la personne qui doit venir renseigner le résumé de ce qui s'est dit. Parce que ça vient rédiger des notes, au-delà de juste loguer toute la retranscription du call, ça vient aussi rédiger un résumé, ce qui du coup est peut-être plus digérable par l'associé ou autre qui a envie de savoir en résumé tout ce qui s'est dit avec ses clients la veille ou dans les rendez-vous bilan ou ce genre de choses. Et ensuite, effectivement, ça permet de venir requêter pour aller identifier des opportunités, mettre des signaux d'alerte, dire attention, lui, tu lui as pas... tu devrais le rappeler parce qu'il y a tel signal faible ou je ne sais quoi. Je pense que l'IA doit aussi permettre, c'est un de mes gros trucs, mais de personnaliser beaucoup plus tes offres. Je donne un exemple tout bête, mais faire une présentation PowerPoint sur mesure pour ton client pour que ça convertisse mieux. L'IA, elle te permet de le faire beaucoup moins cher. Là où avant, c'était très cher d'aller faire une présentation sur mesure et du coup, tu sortais le même PowerPoint à tout le monde, quoi. Et puis, on a entendu aussi des clients dans des niches qui sortaient leur propre dashboard, leur propre outil de gestion, parce que ce qu'on leur proposait, c'était trop généraliste. Et avec maintenant le développement des Lovable et autres, et je pense que là, pour le cabinet, il y a aussi un boulevard pour aller justement faire le dernier kilomètre, pour personnaliser son dashboard, son reporting, par rapport vraiment aux besoins du client. Ouais, et là, tu vas gagner en taux de conversion et gagner en valeur perçue, en monétisation, etc. En fidélisation. Ouais, et en fidélisation. Ouais. Merci beaucoup, Grégoire. Est-ce que tu as un conseil que tu donnerais ? Alors peut-être, normalement, je dis plutôt à un étudiant, mais peut-être à quelqu'un qui lancerait son cab aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Et quel est le truc sur lequel tu aurais envie d'attirer leur attention ? Lancer son cab, c'est évidemment une très très bonne idée. Je pense que quand tu lances ton cab, tu pars aussi d'une feuille blanche pour créer une relation client la plus personnalisée possible. Ce que je voudrais peut-être juste ajouter, c'est que pour les cabinets aujourd'hui qui existent, s'il y avait 3 grandes étapes pour réfléchir à cette stratégie, c'est d'aligner les besoins de chaque associé là-dessus et de comprendre la crainte de chaque associé sur ce type de stratégie, parce qu'il y en a, c'est évident. Donc il faut en parler, il faut comprendre et il faut démystifier un petit peu ça. La vente commerciale, c'est pas une énorme montagne, c'est plein de petits monts et c'est des méthodes. Et comme globalement le cabinet est assez fort quand on comprenne la méthode, c'est pareil. 2, c'est évidemment d'insuffler auprès de ses collaborateurs, parce que quand tu intègres des fonctions commerciales comme ça, les premiers clients du directeur commercial, c'est pas les clients du cabinet, c'est l'interne. C'est convaincre l'interne que j'ai un intérêt, moi, de marquer. Et 3, effectivement, c'est demander aux clients ce qu'ils veulent pour adapter son offre, ce besoin et sa manière, effectivement, de travailler. Et ces 3 choses-là, globalement, tout passe après. Voilà. Alors, merci beaucoup, Grégoire. Tu as donné plein de billes. S'il y en a qui nous écoutent, qui aimeraient éventuellement que tu les accompagnes sur la mise en place d'une stratégie commerciale, le meilleur moyen de te joindre, LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. Et allez voir sur le site de l'EC Digital Lab. Il y a quand même pas mal d'infos sur ce sujet. Voilà. Top. Salut Arthur, merci beaucoup. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Contatech sur votre plateforme préférée et abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu.